Nouvel épisode, troisième épisode, l'histoire des mers de Ribérac avec Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour Monsieur Gado, bonjour tous les Ravi de vous auditeurs fidèles retrouver. parce que le troisième épisode, je Eh ne voulais pas oui, les on les laisser compte plus. Voilà. sur des questions brûlantes parce qu'on approche de la guerre des 14, il va y avoir des événements. Voilà, Hein, donc on remonte cette histoire et on va aborder le 19e siècle, 20e là après. Hein. oui, Voilà. on arrive dans le 20e. On arrive dans le 20e. Et c'est une histoire agitée comme vous avez pu le voir jusqu'à présent. Hein. Ça a changé beaucoup. On dit que la France profonde est vit dans la tranquillité, mais il y a quand même eu beaucoup d'événements. Et on a vu se construire progressivement la ville avec ses monuments, petit à petit. Ah oui, monuments dont la plupart existent encore aujourd'hui. Ah ben heureusement, oui. Certains ont changé d'affectation. Il n'y a que le silo là, qui a disparu récemment, mais on va le retrouver. On l'a pas encore vu au niveau de la construction. Si, on va le voir, mais on va le en voir 1936. D'accord. Allez. Eh bien, on vous retrouve, on vous écoute avec attention. Bon, alors je rappelle que tout ça figure sur un diaporama Calaméo, maire de Ribérac, et que je suis arrivé à la diapo 100 à peu près, c'est-à-dire on passe l'année 1900 et on arrive à ce qu'on appelle la République anticléricale qui a duré 7 ou 8 ans, qui finit pour nous, par la loi de séparation de 1905. Disons que j'ai fait une carte à la diapo 105 où on voit que c'était partagé. Ribérac, la Dordogne d'ailleurs en général fait partie des pour ou contre à égalité, parce qu'on a fait un scrutin et pour cette loi, et voilà. Alors arrive Pierre Rouchot, percepteur en retraite de 70 ans, 1903-1905. Alors il continue à discuter du projet de construction d'une église. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça va durer 70 ans, ce projet. Bon, en fait, chaque fois, il y a eu des événements qui ont fait que, voilà, ce projet fut enterré à nouveau. Voilà, parce qu'il trouvait que le montant dépassait les possibilités de la commune. Bon, de toute façon, ce n'était pas forcément la commune à cette époque de la construire. Et si l'église sera construite 30 ans plus tard, à des initiatives totalement privées promues par l'abbé Broca. Alors, commence aussi à s'installer le téléphone. Donc, on avait vu, et les moulins locaux. Là, j'aimerais bien en faire que M. Beauvais, qui a écrit l'histoire des moulins, nous explique comment, à cette époque, les moulins commencent à se reconvertir à l'électricité, à produire l'électricité et à fournir quelques ampoules dans les villes. Donc, allez, arrive Henri Vidot, on n'en parlera pas, il est mort au bout de 2 mois de mandat. Joseph Desbonnières, pareil. Il a inauguré, il a eu le temps d'inaugurer, parce qu'il est resté 6 mois, et il a eu le temps d'inaugurer en 1906 la ligne de chemin de fer Ribérac-Parcoul, sous la présidence du ministre Louis Barthou, quand même. Arrive Pierre Siron, 9 mois, démission, enfin bon, je passe. Et je passe aussi sur l'affaire des inventaires qui ne nous a pas touchés directement, enfin beaucoup. Il y a eu des incidents, mais je vois que la Dordogne n'était pas très... Il y a eu des résistants. Ah ben si, c'est plutôt du côté à côté de Montpont, là, comment ça s'appelle aussi, là où il y a Vauclair. Vauclair qui était les Chartreux, qui ont été virés à Manu Militari, quoi, voilà. Bon, évidemment, dans le Nord, il y a eu un Morse qui a dit à Clémenceau d'arrêter les inventaires parce que ça valait pas une vie humaine, quoi, voilà. Bon, et puis, alors, j'ai mis aussi des photos qui sont intéressantes que je dois à M. Noël, que je remercie encore. C'est des photos de l'intérieur de la collégiale à l'époque, qui était encore très décorée, comme on peut le voir. Et c'est là que ma mère a été baptisée, d'ailleurs, en 1925. Voilà, puisque c'était son année de naissance. Elle est née rue du Four. Arrive Antoine Lavaux. Bon, pas long. Il avait 40 ans, il est décédé en 1910, mais enfin moi, il a eu le temps d'être maire 2 ans. Premier débat sur l'éclairage électrique, on commence. Et arrive alors le monument électoral Jules Brunet. Là, il est resté de 1908 à 1940 et il a même eu un deuxième mandat à la Libération. Il fait suite à tous ces maires éphémères, et lui, il est resté donc suffisamment longtemps, 32 ans, pour avoir le temps de faire des réalisations. Alors,
il a essayé d'ailleurs d'implanter un régiment d'artillerie à Ribérac, mais les dépenses qu'il avait sans doute sous-estimées étaient de 2 500 000 francs et c'était pas non plus à la portée. Et heureusement qu'on n'a pas, qu'on n'a pas eu à s'occuper de ça parce qu'on aurait sans doute des impôts supplémentaires encore aujourd'hui. Il a agrandi le cimetière, il a créé le square Raymond d'Arène et puis, bon, le monument du colonel de Natte dont on a parlé la dernière fois, qui a été inauguré sous son règne. Et l'événement marquant, c'est la visite de Raymond Poincaré, le 15 septembre 1913, qui répond un peu à la visite de MacMahon en 1877, qu'on a évoquée la dernière fois. La visite n'a duré que quelques minutes, mais il y a des belles cartes postales où on voit toutes ces voitures alignées et des gens qui applaudissent aux fenêtres dans la rue qui s'appelait à l'époque la rue, je crois la rue de la Gare d'ailleurs, ou la rue... Ouais, c'était pas encore la rue du 26 mars, puisque c'est arrivé en 1944. Voilà, ça, il a bien sûr exprimé sa satisfaction, mais ça n'empêche pas de rayer Ribérac de la liste des sous-préfectures beaucoup plus tard, dans un geste nerveux après la guerre de 14. On en parlera à ce moment-là. Voilà, arrive la guerre. On y va ? Oui. Alors, la guerre, bon, vous savez, on disait une guerre courte. Alors, je rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé. Mon grand-père, d'ailleurs, que j'ai connu, enfin, j'ai deux grands-pères, mais celui de Ribérac a fait le chemin des dames. Il avait 18 ans, hein, et il a vu disparaître 6 de ses camarades. Il en est réchappé de peu d'une blessure. Et après, il est parti comme homme d'équipe en 1919 à la gare de Ribérac. Il a commencé sa carrière chemin de fer. À l'époque, c'était le Paris-Orléans. C'était des compagnies privées. Alors la ville, à ce moment-là, là, je demanderai d'ailleurs peut-être à M. Bétoin de venir nous raconter ce qu'il a fait sur Ribérac pendant la Grande Guerre, mais ça a surtout servi d'hôpital. C'est-à-dire que beaucoup de salles publiques étaient réservées pour... bon, puis il y a eu il y a eu les deux régiments, c'est-à-dire le 250e régiment d'infanterie de Périgueux et le 308e régiment d'infanterie de Bergerac, qui servait de centre de recrutement, et puis beaucoup de nos anciens y sont restés, quoi. Voilà. Alors il y a un carré, il faut savoir qu'il y a un carré au cimetière, tout à fait au fond du cimetière, il y a un long carré avec toutes les tombes des victimes de la guerre. Bon, il y a aussi le monument aux morts qui précise les noms des victimes, et tous les ans, le 11 novembre, bien sûr, on les célèbre. Alors, il y a eu des réfugiés, l'hôpital a été réquisitionné, mais toutes les salles où on pouvait, les écoles ont été réquisitionnées pour soigner les blessés. Hein. Alors, les blessés qui arrivaient ici, par la gare, mais quand ils arrivaient ici, c'est quand même qu'ils n'étaient pas trop gravement atteints, parce que les autres, j'ai un autre grand-père qui est mort là-bas, sur place, pas loin du front, et là, c'était une autre paire de manches. Bon, voilà. Alors, je liste les convois de blessés. Puis il y a les pénuries, la taxation des denrées, le rationnement, la spéculation, bien sûr, comme chaque fois. Hein. Le bois de chauffage qui vient à manquer, une disette en 1917. Alors, il y a eu une garnison qui a stationné quelque temps. Le premier, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, le ETEM, qui est resté et qui tenait... qui faisait un peu d'instruction, voilà, pour les mobiliser avant qu'ils partent. Voilà. Et les soldats cantonnés chez l'habitant, bien sûr. Voilà. Bon. Il y a eu donc 36 soldats décédés à Ribérac. Alors, à Ribérac sur place, c'est souvent des gens qui succombaient à leurs blessures. Alors, le monument, lui, a été inauguré en 1921. D'ailleurs, j'ai mis une carte postale où on voit la place sans monument à l'époque. Une carte postale d'époque qui m'a été donnée par le bijoutier, c'est la Nousière, je crois, qui est là depuis un siècle, en effet. Et j'ai reçu récemment, c'est l'intérêt du groupe Facebook, là, c'est qu'on a pu échanger des documents et des photos. Une dame qui doit être à Bordeaux, je crois, qui m'a envoyé la photo de l'inauguration du monument aux morts le 2 octobre 1921.
Et son père était gendarme à l'époque et faisait partie des officiels de la cérémonie. Voilà. Bon, depuis, il est toujours là. Alors l'animation culturelle, je passe parce que là, c'est mon grand-père qui faisait, à l'époque, il était jeune, il s'occupait de l'ACJF. C'était les patronages, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de maison des jeunes. Donc c'était les patronages qui faisaient le travail d'animation. À l'époque, il y avait un abbé qui s'appelait l'abbé Jourde, qui était particulièrement dynamique. Et là, il faisait des séances récréatives. Alors, je l'expliquerai le jour où on parlera du vieux théâtre. Il y avait aussi des musiciens. J'ai mis toutes les photos. On a des photos des troupes. Merci, Monsieur Noël, encore. Et puis, il y a les gares locales. Il y avait une gare à Bourg-du-Beau, il y avait une gare au Bigoussi. Et on voit les gens sur les quais en costume. C'est magnifique. Voilà. Alors, 1929, qu'est-ce qui s'était passé? Ça n'a rien à voir avec la crise. Attendez, je cherche la souris qui me fait faux bon. Oui, on porte de 4 ans à 6 ans la durée du mandat des conseillers municipaux et des maires. Voilà. Je trouve qu'en même temps, enfin, quelques mois après, en septembre noir aux États-Unis, c'est la Grande Dépression qui démarre. Ça n'a rien à voir, hein. La décision, c'est pas pour ça. Alors, Jules Brunet, je fais la liste de ses réalisations, mais il y en a tellement, en 40 ans, il a pu... Alors, en particulier, bon, alors, vous regarderez la liste, mais il a couvert le Ribéraquet, il a bitumé les rues de la ville, il a fait le réseau d'égouts dont on se sert toujours, hein. Il a agrandi l'hôpital, il a construit des monuments, il a acheté l'ancienne sous-préfecture, et il a organisé 2 grandes fées librées, dont celle de 1909, où on a posé la plaque à Arnaud Daniel. Donc il y avait la fée librée à Ribérac. On attend la prochaine, hein. Il y en a eu une en 1930, il y en a eu une, je crois, en 1983. Monsieur Terrien m'en a reparlé, je ne sais plus si c'est l'année exacte. Bon, je parle de l'abbé Broca qui arrive en 1934. Non, un peu plus tôt. Et qui a été l'artisan, alors là aussi, je vous l'ai raconté pendant la présentation de l'église, il a réalisé cette église en béton armé, monument unique pour l'époque, avec sa copie à Pau. Bon, 1936, et voilà, on arrive au silo. Enfin, en 1934 est créée la coopérative de stockage des céréales. En 1938, le plus grand silo de la Dordogne, avec 65 000 quintaux, est placé à l'entrée de la ville. Bon, ça... Heureusement qu'il y avait des silos, parce qu'après, il fallait mettre des choses dedans. Et comme la guerre avec les restrictions va arriver, vous comprenez qu'il était peut-être un peu grand. Arrive le régime de Vichy, et on passe vite, hein. Je passe sur la débâcle. Mon père était artilleur, à ce moment-là, était dedans. Mon grand-père, lui, n'y a pas eu droit, heureusement. Il était sous-chef de gare à Périgueux. Et il était réquisitionné par la SNCF, qui venait d'être créée en 1937 pour faire un service, disons, civique. Et un certain nombre de professions ont été protégées pour ne pas aller au front, hein, pour pouvoir assurer les services minimums. Et c'est vrai que les chemins de fer à l'époque, on ne le sait pas trop, mais quand les États-Unis vont se mettre dans la guerre, en 38-39, pardon, en 43-44, ce sont les chemins de fer qui vont les acheminer vers le nouveau front, avant qu'on reparte vers la victoire. Alors, Jules Brunet, bon, donc j'en ai parlé, son mandat a été renouvelé 5 fois. Et il a eu le temps de faire beaucoup de travaux. Mais par contre, pendant la guerre, il n'était pas en odeur de sainteté, donc il a été démis et remplacé par, alors là, à l'époque, c'est le régime de Vichy qui nommait, on est revenu par un certain Edmond Coste, qui a régné pendant 4 ans. Mais néanmoins, malgré il a été pris en otage par les Allemands et amené en captivité. Vous voyez, donc, c'est pas toujours... on peut choisir son camp et puis se retrouver de l'autre côté sans le vouloir. Voilà. Bon, alors je passe aussi sur 2 personnages au destin, j'allais dire, croisé en 1940. Guy de la Rigaudie qui meurt, le premier tué presque, un des premiers tués du 10 mai 1940, à Musson en Belgique, en tant qu'éclaireur. Et puis Aragon qui passe là, mais lui dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il était brancardier et il s'est retrouvé à Ribérac pendant la débâcle, donc en juin, et il a écrit dans Les yeux d'Elsa, qu'il avait perdu de vue, d'ailleurs à ce moment-là, ils se sont retrouvés autour de Nice ou de Marseille.
il a écrit La leçon de Ribérac, et c'est là qu'il fait l'éloge de Arnaud Daniel. Donc ça vaut quand même le coup. Donc on parlera d'Arnaud Daniel à part. Alors je passerai sur des épisodes que M. Cardroas a très bien décrits dans ses livres sur la guerre résistance et sur la guerre, ainsi que M. Rolly. Patrice Rolly a écrit plusieurs livres. Donc là, il suffit de s'y reporter. Moi, je rappelle les principaux points. La ligne de démarcation qui a mis finalement, qui passait à allemand. Le nom était bien choisi, mais qui passait, qui n'a pas passé par Ribérac, alors que Ribérac a été occupé quelques jours pourtant, mais finalement ils ont décalé la ligne et Ribérac était en zone libre. Alors ma famille avait la particularité d'avoir une ferme à Vinxin, donc qui était en zone occupée. Donc ils ont dû avoir des passeports pour tous les mois, ils allaient là-bas parce qu'on mangeait mieux, il n'y avait pas de restrictions dans les campagnes quand même. Bon, l'accueil des Alsaciens pendant 2 ans, les justes de Ribérac, la famille Jouy, qui tenait l'hôtel de France et qui a résisté brillamment et qui a abrité les Juifs pendant que les Allemands passaient. Le STO, la résistance, les fameux milliards du train de Neuvic, même si ce n'est pas Ribérac, mais c'est tout près. La division Bremer qui passe le 26 mars. La milice nord-africaine qui a fait aussi un sacré sale boulot pendant quelques mois. Et puis, après la guerre, le fameux double maître. Double maître qui a fait régner sa terreur pendant 6 mois. Mais d'ailleurs, mon grand-père a dû passer devant lui. Et il a échappé de peu parce qu'on exécutait assez rapidement, sur un petit bout de papier d'énonciation. Alors les réfugiés, je donne des photos, en particulier de la famille Ivanès, l'occupation temporaire qui m'a été rappelée récemment par les anciens, j'avais oublié cet épisode, ils sont restés quand même du 30 juin au 11 juillet, puis après ils sont partis à Vinxin où ils ont occupé les châteaux. Bon, je passe sur la ligne de démarcation, les barrières, la résistance, les lettres de prisonniers. J'ai eu deux oncles qui ont été prisonniers, qui étaient au titre du STO. La survie au quotidien. Alors évidemment, le maire, là, il doit s'occuper du rationnement, de fournir la nourriture. Et le rutabaga, les fameux rutabagas dont on a entendu parler, c'est devenu là. Et puis il y avait le vélo. Mon père allait à Bordeaux à vélo. Il fallait une journée pour 100 km. Le pillage économique, bien sûr, les pénuries, les résistants. Alors les résistants, les juifs. Alors les juifs en Dordogne qui se retrouvaient, ceux qui ont... Bon, il y en a beaucoup qui ont pu réchapper, mais grâce à des inventaires, on les retrouvait dans des associations et on les mettait au château du Roc, au Change, où il y a encore une plaque qu'on peut voir. Et les rafles de la première, il y a eu 4 ou 5 rafles du 26 août 1942. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails non plus, mais voilà. Et les 3 justes de Ribérac, le 10 novembre 1942, ça a été le jour où ils ont... Alors, ils sont inscrits à Yad Vashem, et c'est pour ça que j'estimerais normal qu'on leur rende hommage au moins par une plaque, mais pour l'instant, ça n'a pas été prévu. Bon, les rafles en Périgord, les convois de la honte, le passage de la division Bremer le 24 mars avec ses... Alors, il y a un monument qui célèbre les assassinés de cette époque, qui ne sont pas très nombreux, mais quand même, il y en a une douzaine, avec les noms, qui est à côté derrière le palais de justice. C'est le monument au 26 mars. Et tous les 26 mars, on vient se recueillir à leur mémoire. Ceci dit, la division Bremer a fait beaucoup d'autres choses. Je donne son itinéraire, mais ils ont fait quand même en particulier à Saint-Astier. Ils en ont tué beaucoup plus. Ça a été dramatique. Enfin, tout ça parce qu'ils remontaient vers la Normandie pour soutenir leurs troupes c'était juste avant le débarquement. Bon, je passe sur le bilan du train de Neuilly. Alors pour la guerre de 39-45, moins de victimes pour Ribérac, 17 morts pour la France. Enfin, il y a aussi quand même beaucoup de victimes civiles dont on ne parle pas. Et le monument que j'incite les visiteurs à aller voir. La partie Alors l'épuration en Dordogne a été particulièrement sauvage. Et c'est 1206 personnes pour une population de 390 000 habitants, donc autour de 400 victimes. Et bon, c'était effectivement l'endroit où
comment dire, on était à la frontière de la ligne de démarcation, donc où il y avait des passeurs. Et évidemment, on était vite dénoncés. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a eu des affaires sordides où c'était les domestiques qui voulaient récupérer la maison du patron et le patron se retrouvait dans les emprisonnés. Le plus célèbre, c'était la prison de Mozac. Mozac, où certains y ont fait des séjours assez longs. Ben voilà pour cette partie, avant qu'on passe à la 4e République, si vous voulez. Eh bien, ce sera pour notre prochaine fois. Écoutez, ça sera Et avec notre plaisir. 4e épisode autour des mers de Ribérac. Alors, ça sera plus rapide, je pense, parce que là, c'est des événements plus connus. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci voyons. Jean-Louis Montagu, à très vite.